Le navire varie sous les vagues grises de l'Atlantique, sa coque en acier n'est pas chargée d'immigrants ou de touristes, mais de prisonniers de guerre. Pensés sur le pont, portant des uniformes fanés et coiffés strictement coincés, ces regards vides ont révélé la fatigue de ceux qui avaient quitté une patrie vaincue, où des décombres étaient toujours imprégnés et la faim ravie de chaque porte comme un loup affamé. Chacun apportait avec lui le poids d'une destination incertaine, certains craignaient la dérision, d'autres brutalité, de nombreux courants imaginés et le silence froid de l'isolement. Mais lorsque la côte américaine a émergé à l'horizon, avec le port de New York et sa fissure étincelante et ses gratte-ciel, ce qu'ils ont vu n'était pas l'humiliation attendue, mais quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Tout d'abord, c'est le son qui les a désorientés. Les acouphènes des taxis dans les quais, les klaxons des navires, les rires lâches qui résonnaient des travailleurs de la jetée. Rire sans crainte, sans la tension de ceux qui ont besoin de cacher ce qu'ils disent. Ils étaient habitués au chuchotement de l'Allemagne, aux conversations bouchées sur le rationnement, les bombardements et les allégations. Là, l'air lui-même semblait plus fort, plus libre, comme si la liberté était quelque chose de tangible. Lorsque la passerelle a été abaissée, ils sont descendus avec prudence, serrant leurs quelques affaires contre leur poitrine. Les gardes américains ont attendu, mais pas avec la position menaçante des conquérants armés. Certains fumaient distraits, d'autres ont échangé des blagues avec les médecins. L'Allemand s'est préparé à des insultes, pour les pousser à former des files d'attente. Au lieu de cela, ils sont tombés sur quelque chose qui les a secoués plus que n'importe quelle hostilité, des femmes américaines, sûres et imposantes, debout au bord de la jetée avec des tableaux à feu à des mains. L'un d'eux portait un pantalon roulé et des manches pliées, donnant des hommes à leur côté d'une voix ferme. Un autre portait une pile de rôles plus épais qu'un livre sacré, et ses commandes étaient obéies même par les soldats. Les prisonniers se sont figés. Dans son monde, les uniformes signifiaient l'autorité et l'autorité était un homme. Mais il y avait des femmes, agissant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, déterminant où les prisonniers devraient marcher, coordonnant le flux de boîtes et de bagages, corrigeant les employés qui sont tombés sur la paperasse. Une infirmière de Crosse Rouge les a dépassés, distribuant des tasses de café. Il sourit sans pitié, sans menace, seulement avec une efficacité professionnelle. L'un des Allemands, également infirmière dans les hôpitaux militaires, l'a regardé et a ressenti une étanchéité dans la poitrine. En Allemagne, elle avait été une ombre dans les couloirs, appréciée uniquement par l'obéissance. Voir votre équivalent américain pour marcher avec une telle conviction, c'était comme frapper l'estomac. Ils murmuraient les uns avec les autres en allemand étouffé, les questions se multipliant plus rapidement que les réponses. Cela était-il autorisé? Ces femmes avaient-elles vraiment une voix active, ont donné des ordres, ont marché à côté des hommes sans se courber la tête? C'était indécent, mais en même temps électrisant, comment regarder quelqu'un enfreindre une règle si enracinée qu'elle ne s'en souvenait même plus qu'elle existait? Porto est devenu une scène. Les camions se sont bousculés sur des parallélépipés, dirigés non seulement par les hommes, mais par des femmes de plafond et de salopettes. Une fille de moins de 19 ans a manœuvré un véhicule chargé de boîtes, de mâchoires fermes, de doigts sur le volant. Les Allemands ont regardé les lieux, leurs esprits revenant aux affiches de propagande montrant des femmes au foyer tenant du pain sous des grévistes. Ces affiches leur ont dit quelle était leur place, mais ce qu'ils ont vu là-bas a raconté une histoire très différente. Un prisonnier, mal sorti de l'adolescence, a serré la balustrade plus fort. Il se souvenait que sa mère pleurait lorsque son frère aîné est parti pour la guerre, les voisins qui ont répété que le rôle de la femme devait endurer, pas diriger. En observant le mouvement dans la jetée, il a senti quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, un mélange d'envie, d'incrédulité et d'un désir si soudain qu'il a volé son souffle. Les gardes les ont conduits à des camions à Campos à l'intérieur. En cours de route, ils sont passés par les villes où des vitrines ont montré une abondance qu'ils n'avaient pas vue depuis des années, des canettes de nourriture empilées, des tissus colorés, de nouvelles chaussures vives. Mais ce qui les rendait plus étonnés, ce ne sont pas les produits, mais les acheteurs. Les femmes de tous âges, seules, racontant des dollars en toute sécurité, faisant du shopping sans l'entreprise d'un mari ou d'un père. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, a chuchoté. Un autre secoua la tête, incrédule. En Allemagne, chaque pain a été négocié sous le regard vigilant du personnel, chaque portefeuille de rationnement suspecté. Là, le commerce semblait détendu, sans restriction, et les femmes circulaient égales. Les camions ont passé une cour d'école où les enfants jouaient, leur rire net et sans compromis. À l'extérieur du mur, les mères ont parlé, certaines avec des bébés sur leurs genoux, certains notant quelque chose dans les cahiers avec détermination. Un prisonnier, un enseignant avant la guerre, a regardé en silence.
En Allemagne, les écoles étaient des outils d'endoctrinement, chaque classe prêchant la loyauté. Là, les femmes par le mur parlaient comme si leur parole était du poids. Elles se demandaient ce que ce serait de dire comme ça, sans crainte de représailles. Alors que l'entourage progressait à l'intérieur de l'intérieur américain, le paysage s'est ouvert en tant que photo, des champs couverts de gel du matin, de granges rouges, de fils téléphoniques s'étendaient contre le ciel. Pour l'Allemand, cet ordre était presque surnaturel. La guerre avait transformé sa patrie en semis. Là, même les granges semblaient difficiles, érigées et intactes. Mais encore une fois, ce sont les gens qui les ont quittées. Les femmes guidant les tracteurs, empilant des balles de foin avec des mains insensibles et une posture verticale. Dans les champs d'arrestation, les clôtures en fil de fer barbelés leur ont rappelé qu'ils étaient captifs, pas les visiteurs. Même là, cependant, la présence de femmes américaines était indéniable. Les gardes des femmes ont fait l'appel, les bénévoles de la Croix-Rouge ont distribué des couvertures, les secrétaires ont tapé des rapports avec autorité. Chaque réunion a transmis un message silencieux et révolutionnaire, les femmes ont parlé, ont décidé, dirigé. La nuit, allongés sur des lits superposés sous le plafond de la caserne, les prisonniers chuchotèrent leur perplexité. Certains l'ont jeté comme une extravagance américaine. D'autres marmonnaient que tant de liberté ne pouvait que conduire au chaos. Mais beaucoup, regardant l'obscurité, sentaient quelque chose de dangereux se réveiller en eux-mêmes, une question qu'ils n'osent jamais poser. Et si les femmes pouvaient être plus que des spectateurs de semis? Et si ce n'était pas de la faiblesse, mais de la force? L'affrontement de l'arrivée n'était pas seulement la découverte de la défaite, mais la confrontation avec un monde à l'envers. Ils s'attendaient à une punition, mais ils sont tombés sur la liberté qui les dérangeait plus que toute cruauté. Le craquement des portes du champ chaque nuit leur rappelait qu'ils étaient prisonniers. Mais au-delà de ces portes, les femmes ont marché avec la liberté qu'aucun homme allemand ne leur avait jamais autorisée. Et au fil des jours, la question a brûlé de plus en plus, que se passerait-il s'ils osaient? Une confession qui n'avait pas besoin d'une réponse, car les deux savaient ce qu'elle voulait vraiment dire, et si nous le pouvions? Le doute, une fois planté, s'est développé comme une mauvaise herbe entre les fissures du béton. Ce n'est pas seulement la vision de l'Américain qui les a dérangés, mais la façon dont cette vision a démantelé tout ce qu'ils avaient accepté comme vérité. Chaque image, chaque geste observé au-delà de la clôture, était un marteau dans la structure qui les soutenait, ou plutôt qui les ont emprisonnés. Ils avaient été créés pour croire que la force d'une femme résidait dans sa capacité à se faire petite. Mais là, de l'autre côté du barbelé, la force semblait résider précisément dans l'opposé, dans l'occupation de l'espace, dans la voie non chassée, dans les mains qui ont suivi ce que l'esprit ordonna, pas. La personnalité a dicté. Même les magazines américains censurés étaient comme des fenêtres ouvertes à un monde où l'impossible est devenu une routine. Une publicité à la cigarette montrait une femme avec un sac à la main, son visage se tourna vers l'horizon, comme si l'avenir lui appartenait. Un autre cours de nuit annoncé pour les secrétaires, apprenez à taper et à ouvrir les portes de votre demain. Pour eux, qui avaient appris à voir demain uniquement à travers les yeux de leurs enfants ou de leur mari, ces mots ressemblaient à une provocation. Un prisonnier, ancien professeur de primaire à Dresde, a couru ses doigts sur une photo d'une femme dans un laboratoire, une blouse de laboratoire blanche et des lunettes, et a senti quelque chose se casser en lui. En Allemagne, on m'a dit que mon cerveau était un gaspillage, murmura-t-il à personne en particulier. Ici, il semble que les cerveaux n'ont pas de sexe. Les hommes allemands, leurs parents, maris, frères et sœurs, étaient allés à la guerre convaincus qu'ils ont laissé un monde ordonné où chacun connaissait leur place. Mais que se passe-t-il si, à leur retour, ils ont découvert que le lieu des femmes n'existait plus? Ou pire, que se passe-t-il s'ils découvraient qu'ils n'avaient jamais vraiment existé, que ce n'était qu'une illusion soigneusement construite? Cette possibilité, plus que toute défaite militaire, était ce qui leur a vraiment effrayé. Parce qu'une nation pouvait se reconstruire après une guerre. Mais comment reconstruire un système de croyances lorsque ses fondations avaient été exposées comme du sable de sable? Les lettres qu'ils ont écrites, quand ils lui ont permis, étaient pleines de silence éloquent. Les choses ici sont différentes, a déclaré l'une, sans oser expliquer comment. Les femmes travaillent comme des hommes, risquaient une autre, comme si elles décrivaient un phénomène naturel incompréhensible, une éclipse ou une tempête. Les censeurs américains peuvent rire de la timidité de ces mots, mais les destinataires en Allemagne l'y aiment avec un mélange de fascination et d'horreur. Parce qu'ils savaient aussi. Ils savaient que si ces lettres étaient honnêtes, ils diraient, ils marchent comme eux. Ils parlent comme si leurs opinions comptaient. Et personne ne les punit pour cela.
Même le plus de sceptiques a commencé à remarquer les fissures. Un prisonnier de 40 ans, qui avait toujours répété comme un mantra que la place de la femme est l'endroit où Dieu l'a mise, a été prise un après-midi regardant une infirmière américaine donner des ordres à un double de sa taille. Lorsqu'on lui a demandé par son mari, lors d'une visite supervisée, sur ce qu'elle en pensait, elle a répondu avec une rébusage en haussant les épaules de plus de 1000 mots, il gagne la guerre. Qui sommes-nous pour discuter? Mais ses yeux, bas, trahissaient quelque chose que ses paroles n'osaient pas, ce n'était pas l'admiration pour l'ennemi qui a laissé ces changements. C'était la reconnaissance que quelque part entre Stuttgart et Détroit, elle avait perdu quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait. Et puis est venu le jour où l'ironie est devenue insupportable. Un groupe de prisonniers a été affecté pour aider à récolter une ferme voisine sous escorte. Là, ils ont vu des femmes américaines conduire des tracteurs, calculer les cultures, négocier des prix avec les acheteurs. L'un d'eux, pas beaucoup plus âgé que l'Allemand, a patiemment expliqué comment ajuster la lame d'un Reaper. Vous pouvez aussi apprendre, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les prisonniers ont échangé des regards. Apprendre? Ne pas servir, pas à obéir, mais à le faire? L'idée était si étrangère que ça faisait mal. L'un d'eux, sans réfléchir, a tendu la main pour toucher la roue du tracteur. L'Américain sourit. Allez-y. Ne mordez pas. Ce geste, simple, presque décontracté, était le fusible. Parce que soudain, ils ont réalisé que ce n'était pas seulement la liberté de l'Américain qui les dérangeait. C'était le manque même de liberté qui était maintenant devenu visible, en tant que membre fantôme qui palpite après l'amputation. Ils avaient passé toute leur vie à accepter des limites qui n'avaient jamais été testées. Et maintenant, pour la première fois, ils ont vu que ces limites ne. Les murs étaient, mais des ombres. Et les ombres, après tout, peuvent être croisées. La vie en tant qu'ombre discrète a commencé à redresser ses épaules pendant qu'il marchait, comme s'il portait quelque chose d'invisible mais lourd, entre les côtes. Ce n'était pas rebelle, pas encore. C'était le premier tremblement d'une vérité qui a refusé d'être ignorée, ils avaient aussi des mains. Et ces mains, précédemment entraînées juste pour tenir des aiguilles ou des cuillères, se souviennent maintenant du poids d'autre chose. La poignée d'une houe à la ferme, où le propriétaire du terrain les avait mis en travail côte à côte avec des hommes, sans cérémonie. Le crayon emprunté par un volontaire de la Croix-Rouge, qui leur avait donné des cahiers avec le même naturel avec lequel le pain offre. Écrivez ce que vous voulez, avait-il dit, comme si l'acte d'enregistrement n'était pas, en soi, un acte d'insubordination. On a écrit avec hésitation son nom sur la première page, et a regardé les paroles comme s'ils étaient une signature dans un contrat qu'ils ne comprenaient pas encore. Même leur rire a changé. Avant, c'était quelque chose contenu, presque un soupir entre les dents serrées. Maintenant, ils ont écouté le rire de l'Américain, grand, lâche, sans se soucier de prendre trop d'espace, et ils ont senti quelque chose se détacher en eux. Ce n'était pas seulement l'envie. C'était la reconnaissance de la faim qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Une nuit, après une journée exhaustive, récolter des pommes de terre, l'un des prisonniers a imité la façon dont l'agriculteur avait maudit le tracteur qu'elle n'a pas pris. Le fils de la mère travaille quand j'envoie. Cria-t-il, avec un accent exagéré, et le hangar a explosé dans des rires si authentiques que même les gardes regardaient à l'intérieur, intrigués. Lorsque le silence est revenu, aucun d'entre eux n'a mentionné l'évidence, qu'aucun d'entre eux, sur le sol allemand, n'oserait prononcer ces mots. Beaucoup moins à haute voix. Les hommes, les quelques-uns qui ont été laissés entre eux, les anciens ou trop blessés pour le changement de guerre, mais ils ne savaient pas le nommer. Un officier à la retraite, qui a exigé des femmes, se leva une fois lorsqu'il est entré dans la cafétéria, a maintenant trouvé des regards qui ont pris une seconde de plus à baisser. Ce n'était pas un défi. C'était juste, ça prend. Comme si l'habitude de soumettre était rouillée, et chaque geste de déférence devait être lubrifié avec plus d'effort qu'auparavant. Il ne s'est pas plaint. Peut-être parce que, au fond, je voyais des choses que je ne pouvais pas ignorer. Comme l'infirmière américaine qui, lors de sa guérison, lui a dit de prendre une profonde inspiration, un soldat, avec une autorité qui ne venait pas des brevets, mais de quelque chose de plus âgé, la certitude de qui sait que le corps sous ses mains est avant tout à traiter. Même la musique les a trahis. Les groupes de jazz qui ont joué dans les camps voisins leur sont venus en fragments, des notes lâches qui ont infiltré l'air comme la contrebande. Une nuit, l'un des prisonniers, qui ne chantait autrefois que des hymnes dans l'église, a pris un morceau de fil et a tenté de reproduire le son d'une trompette qu'il avait entendue. Le résultat a été dissonant,
presque comique, mais quand les autres l'ont encouragée à continuer, elle ne s'est pas arrêtée. Cela ressemble à la liberté, marmonna un autre, et personne n'a ri. Parce que c'était vrai. Même l'erreur sonnait mieux que le silence. Et puis est venu le jour où l'un d'eux, le plus silencieux, auquel il a toujours cousu les uniformes déchirés sans se plaindre, tenait le bras d'un compagnon dans la cour et disait doucement, comme si un péché avouait, « Je veux apprendre à conduire ». Ce n'était pas une déclaration. C'était une admission de culpabilité, comme s'il souhaitait que cela vole quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais les mots, une fois lâches, ne pouvaient plus être collectés. Et quand son ami, au lieu de rire ou de gronder, a répondu au moi aussi, il savait que quelque chose s'était cassé en eux. Ce n'était pas une loyauté envers la patrie. Ce n'était pas moral. C'était le dernier fil qui les a tenus à l'idée que leur place dans le monde était déjà écrite. Les Américains, bien sûr, n'ont pas réalisé la taille de la révolution qu'ils ont déclenchée. Pour eux, ces scènes étaient tous les jours, les femmes conduisent. Aller des camions, se disputer avec des officiers, signaler des papiers sans demander la permission. Mais pour les prisonniers, chacun de ces actes était un couteau bien aiguisé grattant les barreaux d'une cage qu'ils n'avaient jamais remarquée, a même découvert que la porte était déverrouillée tout le temps. Et le pire, ou le meilleur, selon la façon de regarder, c'est qu'il n'y avait pas de retour. Parce qu'une fois qu'une femme marchait comme si le sol lui appartenait, vous ne pouvez plus croire que ses propres pas devraient être petits. Une fois que vous entendez une voix féminine donner des ordres sans excuse, vous ne pouvez plus avaler vos propres mots comme s'il s'agissait de miettes. Ils ne savaient toujours pas ce qu'ils feraient avec ça. Ils se taisaient à nouveau lorsqu'ils rentraient chez eux, ils pliaient les genoux comme auparavant, s'ils faisaient semblant que rien n'avait changé. Mais une chose était certaine, ils savaient qu'ils le pouvaient. Et cette connaissance, une fois plantée, s'est développée comme une mauvaise herbe, persistante, têtue, impossible à éradiquer. Même sous la neige hivernale, lorsque le vent a hurlé à travers les fils barbelés, ils ont senti quelque chose de chaud et rebelle poussant à l'intérieur. Ce n'était pas de l'espoir. C'était pire, ou plutôt c'était sûr. La certitude que partout où ils allaient après cela, ils emporteraient avec eux l'écho de ces voix américaines, pas comme un exemple à suivre, mais comme une question qui ne les laisserait pas dormir, et si ? Les mains insensibles d'un travailleur américain guidant une moissonneuse, ressentaient toujours le poids de ces jours comme un secret stocké entre les côtes. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une sorte de fin. La fin de quelque chose qu'ils n'avaient pas de nom à décrire mais ont reconnu dans la façon dont les femmes à travers l'océan prenaient de la place sans licence, comme si le monde leur appartenait déjà à droite. Les premières années après le retour ont été une guerre silencieuse. Les rues de Berlin, de Cologne, de Munich, tout exhalait toujours l'odeur de la poudre à canon et des cendres, semblaient conspirer pour effacer ce qu'ils avaient vu. Les hommes qui sont revenus de la guerre, à leur retour, ont apporté avec eux l'écho des anciens commandements, une femme ne discute pas, obéit. Les journaux ont parlé de la reconstruction, mais les photographies ne montraient que des hommes de signature de costumes traités, tandis que les femmes sont apparues comme des ombres floues en arrière-plan, en sécurité dans leurs endroits habituels, la cuisine, l'église, la ligne de rationnement. Mais ils savaient maintenant que ces ombres pouvaient bouger. Ils pourraient, s'ils voulaient quitter le cadre. Et puis ils ont commencé à partir. Pas à la fois, pas avec des drapeaux ou des discours, mais avec des gestes qui semblaient insignifiants jusqu'à ce que, ajoutés, ils deviennent impossibles à ignorer. Une couturière à Hambourg a commencé à facturer ses services plutôt que d'accepter les échanges contre des faveurs. Un enseignant de Stuttgart a cessé de demander à l'autorisation du directeur de choisir les livres de bibliothèque. À Francfort, un groupe d'anciens prisonniers ouvriers dans une usine de chaussures a organisé un passage de nuit par rapport aux femmes seules, car si elles peuvent conduire des tracteurs, ils peuvent gérer une chaîne de production. Les murmures se sont répandus comme de la fumée, avez-vous vu Frau Schmidt ? Maintenant, elle signe les chèques de boulangerie. La fille de Frau Weber étudie l'ingénierie. Ingénierie. Les hommes ont ri au début. Ils ont appelé Americanis, des illusions de guerre. Mais le rire était plus sec, plus nerveux, alors que les femmes cessaient de s'excuser pour avoir existé à haute voix. Parce que le vrai danger n'était pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont cessé de baisser les yeux. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un lui donne la permission. Et, le plus terrifiant de tous, ils n'ont pas cru qu'ils méritaient moins. La résistance ne vient pas seulement des hommes. D'autres femmes, celles qui n'avaient jamais vu au-delà des frontières de Reich, les ont regardées avec soupçon. Vous êtes revenus différents, ont-ils accusé, comme si c'était différent que c'était une trahison.
Mais ceux qui avaient été là, ceux qui avaient entendu le bruit d'une femme donnant des ordres dans un fab riche, ou vu une mère discuter avec un politicien sur l'égalité, ils savaient que la trahison n'était pas la leur. C'est du monde qui a insisté pour les garder petits. Et puis progressivement l'impossible a commencé à se produire. En 1958, une loi garantit aux femmes allemandes le droit de travailler sans l'autorisation des maris. Les usines, désespérées par le travail, ont ouvert leurs portes. Les universités, réticents, ont commencé à accepter plus d'étudiants. Ce n'était pas la liberté, pas encore, mais c'était une fissure. Et les femmes qui avaient appris, parmi les fils barbelés, dans lesquels les fissures pouvaient être cambriolées, ne se contenteraient pas de moins. Ils n'en ont pas parlé, pas à haute voix. Mais aux yeux échangés dans des affiliés de pain, en soupir en passant les vêtements, dans la façon dont il resserrait les lèvres quand il a entendu un homme dire « ce n'est pas une femme », tout était là, le souvenir du vent coupant le chant des prisonniers, le son d'une clé dans l'allumage d'un camion dirigé par des mains féminines, la certaine partie que si d'autres femmes pouvaient aussi. La chose la plus ironique était que si l'Allemagne occidentale a reconstruit avec le ciment et l'acier, les femmes l'ont reconstruite avec quelque chose de beaucoup plus dangereux, l'idée que l'avenir n'avait pas besoin de ressembler au passé. Et cette idée, une fois lâche, ne pouvait plus être contenue. Parce qu'ils avaient appris, dans l'école la plus improbable du monde, que les barres les plus fortes ne sont pas du métal, mais celles que nous portons dans nos têtes. Et pour les briser, c'était un acte de guerre que même la défaite ne pouvait pas effacer. Les mains qui tenaient autrefois des clips et des volants? Qu'est-ce qui pourrait exiger de ceux qui ont vu, de leurs propres yeux, que l'impossible n'est pas une loi de la nature, mais un mensonge pratique? Les tracteurs qui ont monté les champs dévastés par la guerre, les stylos qui ont signé les premiers contrats de travail féminin, les miroirs qui reflétaient les visages sans l'ombre de la peur, tous ont gardé la mémoire de ce premier sursaut de la liberté. Ce n'était pas un écho lointain, mais un tremblement qui vibrait toujours dans les os. Certains se taisent, avalant comme un secret dangereux, craignant que le monde les rende fous de croire ce qu'ils avaient vu. D'autres, plus audacieux, ont chuchoté des fragments de ces jours aux filles, déguisées en fables. Là, les femmes conduisaient des camions comme si l'asphalte était le leur, ou j'ai vu un officier donner des ordres à un général sans baisser les yeux. Pour les filles, elles étaient des contes de fées. Pour les mères, elles étaient des jetons d'un avenir volé, passant en contrebande dans les bagages de mémoire, comme des lumières volées d'un feu qui brûlait encore au-delà. Les historiens appelleraient plus tard ces changements, subtils, difficiles à suivre. Mais les femmes savaient, l'histoire n'est pas écrite uniquement avec de l'encre, mais avec des cicatrices et des révélations. Ils avaient senti le sol trembler sous leurs pieds quand ils ont vu d'autres comme eux, avec des griffes à la main, des clés en contact, des voix sans tremblement, des espaces occupants que leur monde n'avait réservés qu'aux hommes. Ce n'étaient pas des théories. C'étaient des souvenirs cloués sur la peau, le phare d'une voiture guidée par des mains féminines coupant la nuit, le son d'une commande donnée sans autorisation, le rire lâche de ceux qui n'ont pas demandé la permission d'exister. Ainsi, l'histoire de la captivité est devenue quelque chose de plus que des barres et du gardien. C'est devenu un puzzle cruel, dans l'endroit fait pour les écraser, ils ont découvert une force que même les bourreaux n'avaient pas prédit. Les chaînes étaient réelles, oui, acier froid dans les poignets, les ordres criés, l'humiliation calculée. Mais ce qui les alliait avec le plus de violence, ce sont les idées qu'ils avaient apportées de chez eux, la certitude à hériter que certaines destinations étaient immuables. L'Amérique n'avait pas brisé ses chaînes avec des canons ou des décrets, mais avec quelque chose de beaucoup plus subversif, la normalité. Les femmes qui agissaient comme si l'égalité était aussi évidente que l'air qu'elles ont respiré. Comme si c'était un droit, pas un privilège. Comme si c'était toujours ainsi. Des années plus tard, certains de ces anciens prisonniers confesseraient à voix basse que la vraie défaite n'avait pas été la guerre perdue, mais le miroir cassé, le moment où ils ont réalisé que la dignité qu'ils leur avaient niée n'appartenait jamais aux gagnants. C'était le leur. Avait toujours été. Et une fois vue, cette vérité ne pouvait plus être effacée. Une fois connue, il ne pouvait plus être oublié. Maintenant, lors de la fermeture de ce récit, il est impossible de ne pas imaginer une femme plus âgée, debout sur la même jetée où elle atterrit autrefois avec son corps tendu et son cœur serré pour l'attente de la punition. Ses yeux suivent les navires à l'horizon, mais son esprit est dans un autre port à un autre moment. Il se souvient du jour où il a marché sur le sol américain, et au lieu de la punition qu'il s'attendait, il a trouvé des femmes qui riaient fort, qui ont donné sans excuse, qui conduisaient non seulement des voitures, mais leur propre vie. Ce souvenir, petit, têtu, brûle toujours en elle comme une braise. Ce n'est pas un trophée de guerre, mais une preuve silencieuse, la dignité n'est pas un cadeau que les peuples ou les gouvernements offrent.
C'est une flamme qui porte à l'intérieur. Et si même Captive pouvait révéler cela, quelle liberté, la vraie, non celle du papier, mais celle de la chair et des os, pourrait encore exiger de ceux qui savent déjà que le monde peut être refait? Que les barres les plus fortes sont celles que nous ne voyons pas, et que la première révolution commence lorsque nous les cassons?